je déclare ouverte l'audience solennelle de rentrée pour l'année 2021, qui est aussi celle de présentation du nouveau premier président de la Cour d'appel de Metz, M. Christophe Mackowiak. Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. L'année 2020 a bouleversé nos habitudes de travail et nos vies personnelles, nous obligeant à rechercher l'essentiel en privilégiant le mode distanciel. Puisse l'année 2021 nous permettre de retrouver la sérénité à laquelle nous aspirons et de restaurer les liens qui sont l'essence même de l'humanité. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2021 dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Monsieur le procureur général, qui désignez-vous pour introduire M. Mackowiak? Madame la Présidente, je désigne M. Jean-Yves Goueffon, avocat général. Je vous remercie. Je désigne pour le siège Madame Pascale Blind, présidente de Chambre. Chers collègues, je vous remercie de bien vouloir conduire le nouveau Premier Président. Monsieur le Premier Président, je vous invite à vous asseoir. Mesdames, Messieurs, les magistrats et fonctionnaires sont particulièrement sensibles à votre présence aujourd'hui. Ils y voient l'intérêt que vous portez à la poursuite des relations confiantes avec l'institution judiciaire. Monsieur Bernard Kem, Premier Président de la Cour d'appel de Versailles, que nous sommes heureux d'accueillir dans notre cour, soyez le bienvenu à Metz, qui ne vous est pas inconnu, puisque vous y avez exercé avant l'arrivée de Madame Pomontí les fonctions de président du tribunal de grande instance de Metz, où vous avez laissé un excellent souvenir. La Cour est très honorée par votre présence à cette cérémonie d'installation de M. Mackowiak, qui marque toute l'estime que vous lui portez. Je salue également Monsieur le Premier Président, votre épouse, qui saura, j'en suis sûre, apprécier la qualité de vie dans notre belle ville de Metz. Il nous revient, à Monsieur le Procureur général et à moi-même, de vous accueillir chaleureusement, Monsieur Christophe Mackowiak, à la Cour d'appel de Metz, de vous présenter notre cour et de dresser un bref bilan de l'année écoulée en évoquant les enjeux qui seront les nôtres en 2021. Je souhaite aussi saluer l'engagement professionnel de votre prédécesseur, Madame Élisabeth Blanc, qui a présidé aux destinées de cette cour durant les 7 années écoulées, de septembre 2014 à octobre 2020, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Madame Blanc s'est employée à réorganiser et moderniser l'ensemble des chambres de cette cour en concertation avec les barreaux du ressort. Élargissement de la communication électronique aux contentieux sans représentation obligatoire. Établissement de contrats de procédure à la chambre sociale et les chambres civiles. Sous son impulsion, de nombreux regroupements thématiques ont été organisés entre les présidents de chambre et les juges de première instance, permettant de faire le point sur de nouveaux développements de jurisprudence et de confronter les points de vue de chacun. Durant la période du premier confinement et à sa sortie, au printemps 2020, elle a œuvré sans relâche auprès de tous pour remettre la Cour en état de fonctionnement en imaginant des solutions pragmatiques de telle sorte que chacun n'ait plus à se préoccuper que de son propre rôle. D'une grande exigence, à la recherche constante d'une amélioration de la qualité du service rendu aux justiciables, très présente et humaine, à l'écoute de chacun, elle a été pour nous, magistrats du siège, une source d'encouragement permanent pour que nous poursuivions notre mission sans faillir en donnant le meilleur de nous-mêmes. Nous lui souhaitons une retraite heureuse, tout aussi riche d'expériences, de liens et de rencontres que durant sa vie professionnelle. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir M. Christophe Mackowiak, qui arrive de Versailles, où il a exercé les fonctions de président du tribunal judiciaire pendant 6 années. Monsieur le Premier Président, vous poursuivez avec votre nomination à la tête de la Cour d'appel de Metz une carrière déjà bien remplie dans la magistrature. Le métier de magistrat n'est cependant pas votre premier métier. Votre parcours professionnel commence en effet à 15 ans, quand vous intégrez sur concours l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes puis à Rochefort.
Vous obtenez votre brevet militaire de mécanicien radiobord et en 1981, vous n'avez pas encore 20 ans, vous entrez dans la vie professionnelle comme sous-officier chargé de la réparation des systèmes de navigation et d'armement dans un escadron de chasse équipé d'avions Jaguar sur la base aérienne de Saint-Dizier en Haute-Marne. Mais très vite, vous voulez élargir votre horizon. Vous préparez en effet, grâce au Centre national d'enseignement à distance, le CNED, le baccalauréat que vous présentez en candidat libre et que vous obtenez en 1983, année décidément faste, puisque c'est également celle de votre mariage. À l'issue de votre contrat avec l'armée de l'air, vous vous inscrivez à la faculté de droit de Reims, proche de Saint-Dizier, à l'automne 1984. Vous y menez de brillantes études, sanctionnées par l'obtention en 1988 d'une maîtrise carrière judiciaire avec mention bien. Cette réussite universitaire, qui donne l'impression de la facilité, est en réalité le fruit de beaucoup de travail. En effet, pour financer vos études, vous travaillez parallèlement comme surveillant d'externat, à temps partiel, puis à temps plein dans la région rémoise. C'est aussi pendant ces années universitaires que naîtra le premier de vos 3 enfants, faisant de vous un tout jeune père. À l'occasion d'un stage, vous découvrez le métier de magistrat, qui vous attire au point que vous décidez de passer le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, que vous réussissez d'emblée, brillamment en 1988. En 1991, votre premier poste à la sortie de l'ENM a été celui de juge chargé de l'administration du tribunal d'instance de Saint-Omer. Il s'agit là, on peut le rappeler, de votre 3e métier, après celui de militaire, puis de surveillant d'externat dans l'éducation nationale. En 1994, vous êtes nommé juge chargé du tribunal d'instance de Châtellerault. Votre aptitude aux fonctions de présidence vous désigne pour occuper successivement la présidence du tribunal de grande instance de Rochefort en 2003, la présidence du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en 2007, celle du tribunal de grande instance de Blois en 2010 et enfin en 2015, la présidence du tribunal de grande instance de Versailles. Dans le même temps, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la Conférence nationale des présidents des tribunaux de grande instance, puis vice-président de cette même conférence. Ce parcours hors norme qui est le vôtre, Monsieur le Premier Président, signe une aptitude particulière à organiser et à prévoir, une grande puissance de travail et une capacité à abandonner le confort de ce que l'on maîtrise pour diversifier et approfondir son expérience professionnelle. Cet épanouissement professionnel traduit aussi le soutien inconditionnel que vous avez dû recevoir de votre famille. Les qualités qui vous ont été reconnues, engagement total dans les fonctions, grande rigueur, sens de l'organisation, sens des relations humaines, sont un atout pour notre cour, qui est désormais la vôtre et que je vais vous présenter. La Cour d'appel de Metz est la seule cour monodépartementale de la France métropolitaine. Elle est composée de 3 tribunaux judiciaires, Metz, Sarreguemines et Thionville, et de 2 tribunaux de proximité, Sarrebourg, rattaché au tribunal judiciaire de Metz, et Saint-Avold, rattaché au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Le tribunal judiciaire de Metz et la cour sont situés dans le même bâtiment, au sein de ce très beau palais d'architecture XVIIIe siècle, construit en plein cœur de la ville, en pierre de Jaumont, une pierre calcaire de la région que le minerai de fer a imprégné par capillarité pour lui donner cette teinte jaune ocre si particulière. Édifié pour constituer le palais du gouverneur royal, le bâtiment se retrouvera à la fin de la monarchie sans affectation et ce n'est qu'en 1806 qu'il sera affecté au service public de la justice. D'importants travaux immobiliers de mise en accessibilité et d'aménagement des combles sont actuellement en phase préparatoire. Ils sont rendus possibles car seules les façades du bâtiment et le grand escalier sont classés monuments historiques, ce qui ouvre des possibilités de modification des toitures. Ces travaux dégageront une surface utile de 900 mètres carrés qui pourra accueillir 71 personnes. Le recrutement d'un programmiste est actuellement en cours pour étudier le réaménagement de la totalité du palais de justice de Metz, lequel devra rendre ses études courant de cette année
pour que l'opération se poursuive par les études de maîtrise d'œuvre en 2022, un démarrage des travaux étant envisagé à l'horizon 2023. D'autres travaux immobiliers d'envergure sont en cours dans le ressort, tels que notamment la construction d'un centre d'archivage à Saint-Julien-les-Metz qui a débuté en juin 2020 et qui devrait être réceptionné en septembre de cette année. La spécificité de la Cour d'appel de Metz tient aussi à l'importance de son contentieux social, lié à une tradition industrielle forte de la Moselle, qui l'a tout naturellement placée parmi les 28 cours d'appel spécialisées en matière sociale. Le contentieux de la section sécurité sociale de cette Chambre est encore impacté aujourd'hui par le passé minier du département, la Moselle ayant abrité un important bassin houiller. Si j'évoque ce point, Monsieur le Premier Président, c'est parce que je sais qu'il rencontre un écho particulier chez vous, puisque vous êtes fils et petit-fils de mineurs et avez grandi dans une cité minière du Nord-Pas-de-Calais, où s'étaient installés vos grands-parents paternels et maternels venus de Pologne dans les années 1920. La Cour d'appel de Metz, avec celle de Colmar, a aussi une compétence de droit local héritée de son histoire, notamment en matière commerciale et de publicité foncière. Les moyens informatiques les plus modernes y sont utilisés. C'est ainsi que le livre foncier, système de publicité foncière spécifique à l'Alsace-Moselle, est entièrement dématérialisé. Le logiciel très performant étant géré par l'EPELFI, qui est l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé qui a son siège à Saverne dans le Bas-Rhin. C'est ainsi également plus récemment que grâce au service de la chancellerie a été mise en œuvre l'informatisation des registres du commerce en Alsace-Moselle avec l'accès par infogreffe. La Cour d'appel de Metz est enfin cour expérimentale pour la Cour criminelle depuis 2019. Monsieur le Premier Président, 9 présidents de chambre, 17 conseillers dont 3 à temps partiel et un vice-président placé composent la Cour qui est à effectif complet. Ils sont assistés par une équipe de 6 juristes assistants. Un renouvellement partiel de ces effectifs a eu lieu en septembre 2020. 4 collègues nous ont en effet quittés à l'automne dernier. Monsieur Jean-Yves David, président de chambre, a présidé plusieurs années la première chambre civile. Ses grands mérites et ses excellentes connaissances juridiques ont conduit à sa nomination comme conseiller à la Cour de cassation. Madame Véronique Lebert, qui a été conseillère à la Chambre sociale, a rejoint le tribunal de proximité de Saint-Avold, où elle a retrouvé son contentieux de prédilection, l'instance. Monsieur Olivier Clerc, qui a été conseiller à la Chambre de l'instruction et a présidé la Chambre de l'application des peines, a rejoint la Cour d'appel de Versailles. Je garderai personnellement le souvenir d'un collègue toujours à l'écoute, prêt à rendre service aux grandes qualités humaines. Et enfin, monsieur Éric Lambert, qui a été conseiller à la 3e chambre civile de cette Cour, a rejoint comme vice-président un tribunal qu'il connaît bien, le tribunal judiciaire de Thionville. Mais nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Hubert Ruff, président de chambre, et mesdames Anne Faber, Claire-Agnès Gisard et Carole Potrel, conseillers. En ce qui concerne l'activité de l'année écoulée, la Cour n'a pas pu répondre avec la même efficience à ses missions en 2020 que durant l'année précédente. Nous vous renvoyons pour les données chiffrées à la traditionnelle plaquette qui, cette année, figurera sur le nouveau site internet de la Cour d'appel. Je salue M. Thierry Valentin, arrivé à la Cour à cette période comme directeur de greffe. Avec M. Richard Imbert, également directeur de greffe, ils ont mis tout en œuvre pour remettre les greffes en état de fonctionnement. Le sous-effectif chronique de fonctionnaires auxquels ils sont confrontés reste cependant une préoccupation importante. Malgré ces conditions de travail difficiles, la situation s'est maintenue à un niveau correct en 2020 grâce à l'engagement et au dévouement de chacun. Dans la sphère civile à laquelle je limiterai mon propos, le stock des affaires en cours, tout contentieux confondu, est resté stable et même en légère diminution de 3%. La baisse des affaires terminées de l'ordre de 22% ayant été compensée par une baisse des affaires nouvelles. Les affaires en cours n'ayant pas été traitées dans les délais normaux, l'ancienneté du stock s'est accrue. Les chiffres des derniers mois de l'année 2020 montrent cependant que cette progression s'est arrêtée et que les chambres civiles devraient rapidement retrouver leur performance des années précédentes.
Je tiens à remercier Monsieur le bâtonnier Laurent Zaccaïus pour son action pendant son mandat qui est venu à son terme et le dialogue permanent avec le barreau de Metz qu'il a facilité pendant cette année de crise, avec notamment la désignation d'avocats référents pour chaque chambre. Et je félicite Monsieur le bâtonnier Antoine Fitante qui lui succède. Mes félicitations vont aussi à Monsieur le bâtonnier Hervé Tomaszewski, nouvellement élu à la tête du barreau de Sarreguemines. Monsieur le Premier Président, j'ai eu l'honneur d'exercer l'intérim de vos fonctions pendant ces derniers mois et j'ai pu apprécier l'aide constante que m'ont apporté tous mes collègues et les personnels de greffe, ainsi que leur engagement sans faille et leur esprit de solidarité dans le souci du bon fonctionnement de la Cour. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Cette audience solennelle est exceptionnelle à 2 titres. Elle clôture tout d'abord une année inédite, faite d'incertitudes et marquée par la mise en place de règles sanitaires dont l'application nous a imposé de réduire de façon drastique le nombre d'invités à cette audience. Cette audience constitue ensuite la cérémonie d'installation de M. Christophe Mackowiak, qui va rejoindre dans quelques instants le siège de Premier Président, poste vacant depuis le départ à la retraite de Mme Élisabeth Blanc. Élisabeth Blanc a en effet quitté la Cour après y avoir exercé durant 6 ans les fonctions de chef de Cour au terme d'une carrière judiciaire diversifiée et proche du terrain. Femme de conviction, mais aussi pragmatique et excellente gestionnaire, elle avait acquis une connaissance approfondie de la Cour et des juridictions du ressort. Nous avons eu tous les deux, comme l'ensemble des chefs de juridiction et directeurs de greffe, la même préoccupation d'assurer la sécurité de tous et la continuité du service public de la justice. Avec la crise sanitaire, la double hiérarchie de chef de cour et de chef de zone n'avait jusqu'alors jamais été autant sollicitée. La consonance de nos analyses, aussi bien au plan sanitaire que pour l'application des ordonnances pénales au titre de l'état d'urgence, ayant donné lieu à des controverses jurisprudentielles, a révélé sa richesse et sa nécessité. Je lui renouvelle mes vœux amicaux d'une agréable et riche retraite. Mes remerciements s'adressent également au bâtonnier Zaccaïus pour l'excellence des relations que nous avons entretenues tout au long d'une année, faite d'adaptations constantes dans le prolongement d'un mouvement de grève là aussi inédit. Je ne doute pas que les mêmes relations confiantes et constructives se poursuivront avec le bâtonnier Fitante, qui vient d'endosser les responsabilités lourdes mais ô combien nécessaires du primus inter pares. Monsieur le Premier Président, je vous présente tous mes vœux de bienvenue dans notre région au sein de ce qui est déjà depuis 15 jours votre cour d'appel. Classé au 17e rang des 36 cours d'appel de France métropolitaine et d'outre-mer, le ressort territorial de Metz se distingue dès le premier regard par des frontières partagées avec le Luxembourg et l'Allemagne. Vous découvrirez rapidement les différents atouts de cette situation géographique, dont le sympathique jumelage qui nous lie à la cour d'appel de Zweibrücken. Aussi avons-nous fêté le 9 octobre dernier les 20 ans de ce jumelage lors d'une cérémonie émouvante et chaleureuse avec nos homologues allemands en présence du ministre de la Justice de Rhénanie-Palatinat. Je tiens ici à remercier M. Claude Chevalier, magistrat honoraire, sans qui ce jumelage ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Comme vous le savez, Monsieur le Premier Président, la Cour d'appel a une compétence de droit local, héritée de son histoire, notamment en matière commerciale, de publicité foncière ou encore de succession, spécificité à laquelle les Mosellans, comme les Alsaciens, sont très attachés. La Cour d'appel a aussi une compétence en matière militaire, sur le ressort des cours d'appel de Besançon, de Colmar, de Dijon et de Nancy, soit sur 13 départements, ce qui la situe en la matière au 2e rang au plan national. Elle est enfin cour d'appel de zone de défense Est, ce qui correspond au grand quart nord-est de la France. Constituée de 18 départements, dont 2 régions administratives, cette compétence place la Cour au 3e rang en termes de superficie et de population. Avant que vous rejoigniez le siège qui sera désormais le vôtre, Monsieur le Premier Président, permettez-moi de retracer l'année singulière qui vient de s'achever, avant d'évoquer les premiers enjeux qui se dessinent pour l'année 2021. Face à la première vague épidémique qui a déferlé sur le pays, une nouvelle gouvernance s'est rapidement mise en place
pour tout à la fois assurer le maintien des missions essentielles de la justice et garantir, en fonction des moyens mis à notre disposition, la sécurité sanitaire des juridictions. La zone de défense a été en première ligne d'une pandémie qui a connu dans le Grand Est une circulation active qui, de manière dramatiquement rapide, nous a distingués du reste du territoire national. Au sein de la communauté judiciaire, la maladie a entraîné le décès du président du conseil de prud'homme de Forbach, Antoine Diebold, survenu brutalement le 23 mars 2020. Je tiens ici à saluer sa mémoire en rappelant l'engagement qui fut le sien dans l'exercice de ses fonctions prud'homales depuis son installation en 1988 et sa grande valeur professionnelle d'un homme apprécié de tous. Depuis le début de la pandémie, 27 agents des services judiciaires du ressort de la Cour ont été atteints de la Covid-19. À l'échelle zonale, la seconde vague épidémique a touché 298 agents de l'administration pénitentiaire, dont 61 personnes placées sous main de justice. Par ailleurs, 56 agents de la protection judiciaire de la jeunesse, dont 3 mineurs, ont été atteints. À ce jour, un agent des services judiciaires souffre du virus dans le ressort de la Cour d'appel de Metz. La campagne de test que nous avons réalisée il y a 15 jours au sein des juridictions du ressort de la Cour de Metz n'a révélé aucun cas positif. Elle a confirmé, si besoin était, la priorité que nous devons collectivement et individuellement attacher au respect des mesures sanitaires pour éviter la constitution de clusters. Je tiens aujourd'hui non seulement à saluer la vigilance de tous, mais aussi à remercier les chefs de service qui ont su, malgré des contraintes inédites, préserver la cohésion des équipes et répondre aux légitimes inquiétudes. Mes remerciements s'adressent également aux collaborateurs qui ont entouré avec une totale disponibilité les chefs de cour tout au long de cette année. Je pense aux secrétaires généraux, à la directrice de greffe en charge de la sécurité du site et au service administratif régional qui, placé au carrefour de toutes les difficultés, a fourni un travail exemplaire au soutien de la continuité du service. Dans le prolongement des mesures prises par le gouvernement pour réduire la propagation du virus, des plans de continuité d'activité ont été mis en place dès le 16 mars dans l'ensemble des juridictions du ressort. À l'instar des autres pouvoirs publics, le recours à la visioconférence a été élargi, tout particulièrement lors du premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Aussi, une circulaire de la DGAFP en date du 29 octobre 2020 a énoncé que le télétravail devait être la règle pour les activités le permettant. La pandémie a fait de l'accès au logiciel métier le principal obstacle au déploiement du télétravail, tributaire également de la dotation en équipement numérique. Celle-ci a connu un bond en avant sans précédent en un an, puisque au 31 mars prochain, la moitié des fonctionnaires de la Cour d'appel de Metz, son ressort compris, seront dotés d'un ultraportable. La totalité des magistrats en seront pourvus. Je tiens à saluer ici l'extrême mobilisation des services informatiques du ministère et plus proche de nous, l'efficacité de la délégation du secrétariat général pour permettre à chacun, à son niveau, le développement du télétravail au sein des services. Le développement de ce télétravail nous a conduit à la fin de l'année à initier au plan local une réflexion que nous devons poursuivre avec les organisations professionnelles sur le maintien de collectifs métiers au sein des services, en termes notamment de répartition de la charge de travail et de respect de la frontière entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en faire part publiquement en mai, les contentieux prioritaires ont continué d'être traités lors du premier confinement, dans le cadre des plans de continuité d'activité auxquels je viens de faire référence. Pour autant, le taux de renvoi des affaires pénales sur l'ensemble de la Cour a avoisiné pratiquement les 80%. Aussi, à l'issue de ce premier confinement, la reprise progressive d'activité a donné lieu à un important travail de rattrapage pour plusieurs services tributaires pour certains, en particulier Metz, de contraintes d'audience tenant à l'aménagement des locaux soumis au respect de la distanciation sociale. Lors du second confinement, l'ensemble de l'activité des juridictions a été maintenue, tout en étant adapté aux exigences, toujours d'actualité, de sécurité sanitaire. À ce jour, les effets du premier confinement ont été surmontés par les services pénaux de Sarreguemines, de Thionville et en dernier lieu de Metz. Sans
les estimer bien sûr l'importance d'autres contentieux d'atteinte aux personnes. Je souhaite toutefois rappeler ici que les violences conjugales ont été traitées avec le même niveau de priorité, et ce en cohérence avec l'action des services de police et de gendarmerie et des associations partenaires. Antérieurement à la crise sanitaire et compte tenu du chiffre toujours élevé du nombre de féminicides au plan national, j'avais en février dernier fixé au titre des priorités d'action publique le développement des politiques de lutte contre les violences conjugales. Au soutien de cette politique volontariste, s'appuyant sur l'ensemble des cadres juridiques, de l'enquête personnalisée des victimes, du téléphone grave danger, de l'ordonnance de protection et à présent du bracelet anti-rapprochement, j'ai souhaité qu'une analyse des jugements de condamnation rendus par le tribunal correctionnel de Metz entre le 1er janvier 2020 et le 19 octobre 2020 soit réalisée, ce qui a été fait par Mme Élodie Derlon, juriste assistante affectée au parquet général. Les 89 procédures analysées au cours de cette période ont mis en évidence les données suivantes. Dans plus de la moitié des procédures, la victime est en couple avec l'auteur des violences, à hauteur de 64%. Dans plus de 70% des affaires, les coups portés à la victime ont lieu au domicile familial, l'auteur ayant agi sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants dans 51% des cas. Dans 52% des procédures, les couples ont un ou plusieurs enfants communs témoins des violences. Dans 82% des procédures analysées, la victime a antérieurement subi des violences de la part de l'auteur, lesquelles n'ont le plus souvent pas été portées à la connaissance des services enquêteurs ou de la justice, dans 83% des cas en l'occurrence. Dans plus d'un tiers des procédures, la victime précise que la famille ou les proches étaient avisés de l'existence de violences au sein du couple. Et dans 94% des situations, enfin, la victime de violences antérieures de la part de son conjoint n'a pas consulté de médecin ou avisé d'association d'aide aux victimes. Je dois enfin indiquer qu'en 2020, le nombre total d'affaires nouvelles a augmenté de 7,5% sur l'ensemble du ressort et le nombre d'affaires jugées en correctionnel par les 3 tribunaux judiciaires de 37,4%. Ces données chiffrées illustrent une nouvelle fois l'importance de ce contentieux, le déploiement du bracelet anti-rapprochement pour la mise en œuvre de laquelle le premier protocole a été signé par le parquet de Metz devant permettre, en complément du téléphone grave danger, de mieux répondre à la diversité des situations. Il a lieu également de rappeler que dès le début de la pandémie, les parquets ont été particulièrement attentifs à la situation des établissements pénitentiaires. L'octroi de suspension de peine, de remise de peine supplémentaire et de libération conditionnelle ont été encouragés en lien avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Y ont succédé l'assignation à domicile de fin de peine et les réductions de peine supplémentaires introduites par les articles 28 et 27 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Au 11 mai 2020, le taux d'occupation des établissements de Metz et de Sarreguemines était respectivement de 107 et de 125%, niveau dont nous avons pu maintenir la stabilité avec à ce jour respectivement des taux de 107 et 122%. La crise sanitaire a souligné les liens étroits existants entre les parquets et les établissements pénitentiaires, liens qui ont permis de faire face aux clusters qui ont touché 2 établissements en novembre et qui concernent à présent le quartier pour peine aménagé de Metz avec 4 personnes détenues atteintes de la Covid. Les conditions de détention constituent pour nous tous une préoccupation constante, confortée par la Cour de cassation qui, dans un important arrêt du 8 juillet 2020, a jugé qu'il appartient au juge judiciaire de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu, sous réserve que celles-ci soient crédibles, précises, actuelles et personnelles. Dresser le bilan de l'année écoulée, c'est aussi évoquer le rôle de la Cour en tant que cour d'appel zone de défense. En vertu de l'article R122-24 du Code de la sécurité intérieure, la qualité de chef de cour zone de défense comporte les fonctions d'autorité correspondantes du ministre de la Justice auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. La crise sanitaire a fait émerger avec une particulière acuité le rôle des chefs de cour d'appel des zones de défense et de sécurité qui, à la faveur de la concrétisation d'une doctrine, s'est affirmé dans un contexte de gestion territorialisée de la crise. La Cour a ainsi été appelée à garantir le caractère interdirectionnel des informations nécessaires au pilotage de la crise par l'échelon central, relayer les besoins au plus près des réalités de terrain. Nous avons également maintenu les relations avec les autres ministères
et les collectivités territoriales par le biais des services du préfet délégué Michel Villebois, que je remercie ici publiquement au nom de l'ensemble des juridictions et services de la zone. En 2020, l'activité de la Chambre des appels correctionnels a été impactée par la crise sanitaire, le nombre d'affaires enregistrées ayant été à la baisse, avec au total 862 affaires en 2019 et 600 en 2020. Dans le même temps, le nombre d'affaires jugées a également baissé, passant de 825 à 682 dossiers, et le stock s'élève à 663 dossiers contre 760 au 31 décembre 2019. Pour autant, les délais d'audiencement que la crise sanitaire malmène oscillent toujours autour de 12 mois en raison des renvois engendrés, et ce malgré la réactivation d'audience et la réduction du service allégé. La situation de la Chambre des appels correctionnels constitue donc un point particulier de vigilance. Par ailleurs, depuis la fin du premier déconfinement, nous avons entrepris au sein des services du parquet général une dématérialisation des dossiers administratifs, suivie d'une dématérialisation, là aussi, de l'audiencement des dossiers portés devant la Chambre des appels correctionnels. Évolution de nature à accélérer et faciliter le traitement des dossiers. Ainsi, les fonctionnaires du greffe correctionnel, qui délivraient jusqu'alors les copies de dossiers en format papier, adressent désormais les copies numérisées aux avocats via Plex sur les adresses du maintenant familier RPVA. Il reste aujourd'hui à constituer pour le parquet un nouvel espace numérique à l'audience, y compris devant la chambre de l'instruction avec un matériel modernisé. Concernant la cour criminelle dont on a parlé tout à l'heure, depuis mai 2019, comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, la Cour d'appel de Metz expérimente la cour criminelle, et ce pour une durée de 3 ans. L'objectif est de rendre plus rapide le jugement en premier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ans ou 20 ans de réclusion lorsqu'ils n'ont pas été commis en état de récidive légale. La cour criminelle est composée de 5 magistrats professionnels en cas d'appel. C'est une cour d'assises classique qui statuera, composée de 3 magistrats et de 9 jurés. Fin 2019, la Cour criminelle avait jugé 2 affaires, dont l'une avait donné lieu à un acquittement. 3 sessions de la Cour d'assises ont dû être supprimées en mars en raison du confinement. Aussi, 2 sessions de la Cour criminelle ont pu être rajoutées fin juin, mois au cours duquel le législateur a d'ailleurs autorisé l'expérimentation des cours criminelles à 6 nouveaux départements. En 2020, la Cour criminelle a jugé 12 affaires, 3 d'entre elles ont donné lieu à un appel, soit 25%, chiffre quasi équivalent avec le chiffre national de 24% relevé au mois de novembre. À ce jour, le stock des dossiers relevant de cette juridiction s'élève à 13 affaires que nous devrons audiencer dans les 6 mois pour celles comportant un détenu provisoire, délai dont on comprend la finalité mais qui peut s'avérer contraignant et que la mission d'enquête parlementaire sur les cours criminelles a d'ailleurs proposé de porter à 9 mois. Lors de notre audition par la mission parlementaire le 27 octobre dernier, nous avons indiqué que le risque craint par certains de perdre en qualité des débats avait été écarté dès le début de l'expérimentation à Metz. Le bilan de la Cour d'assises, avec cette fois la constitution d'un jury, reste plutôt positif en 2020, en ce sens que le stock d'affaires à juger est resté identique avec 25 affaires en stock au 31 décembre dernier. Je tiens ici à saluer la puissance de travail des présidents d'assises qui enchaînent les dossiers sans s'accorder d'interruption, en quelque sorte à flux tendu. Je remercie également les collègues des parquets du ressort qui désormais participent à toutes les sessions en première instance. Force est donc de constater, tout en s'en félicitant, que malgré la crise sanitaire et son cortège de difficultés, les 3 parquets du ressort ont assuré un niveau élevé de qualité dans l'exercice de l'action publique, le même suivi de la radicalisation et des phénomènes de communautarisme, ont, avec leur juridiction, renforcé le traitement des violences conjugales, mis en œuvre les règles de procédure issues de l'état d'urgence sanitaire, assuré l'entrée en vigueur de la réforme du droit des peines, adapté immédiatement leur organisation de service, déployé de nouveaux modes de travail, participé à la poursuite de l'expérimentation de la Cour criminelle et, pour certains, affronter et surmonter les symptômes du virus. Comment, après tout cela, ne pas être admiratif
tout en étant conscient que cela masque des fragilités régulièrement soulignées d'une justice qui a un cruel besoin d'adéquation entre ce qui lui est attribué et ce qui est attendu d'elle. Passons maintenant à 2021. Nous souhaitons tous, bien sûr, que l'année 2021 marque la fin de l'épidémie qui nous frappe maintenant depuis pratiquement un an, grâce au déploiement de la vaccination. D'ores et déjà, plusieurs priorités sont devant nous. Je souhaite tout d'abord évoquer la réforme du droit des peines, issue de la loi du 23 mars 2019 et qui est entrée en vigueur le 24 mars 2020. Cette réforme a modifié substantiellement la politique de prononcé et d'exécution des peines. Elle vise notamment à éviter le prononcé des courtes peines d'emprisonnement, généralement peu efficaces compte tenu de la difficulté de mettre en œuvre une prise en charge adaptée pour éviter la récidive, à renforcer les peines alternatives à l'emprisonnement ainsi que les aménagements de peines ab initio, c'est-à-dire prononcées par la juridiction de jugement. De nouvelles peines ont été créées, le sursis probatoire, comme vous le savez, et la détention à domicile sur surveillance électronique. À présent, le contenu de l'enquête sociale préalable à la comparution devant le tribunal correctionnel représente un levier majeur pour que la juridiction prononce une peine adaptée et, le cas échéant, un aménagement ab initio. Aussi, l'amélioration attendue de l'information du juge pénal, initiée en plein confinement, doit être poursuivie avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et les associations partenaires. Par ailleurs, au mois d'août dernier a été retenue la nécessité de renforcer les moyens humains pour rendre la justice plus accessible, plus lisible et efficace pour le traitement de la petite délinquance qui dégrade les conditions de vie et donne le sentiment d'impunité, faute d'une réponse judiciaire directement lisible. Cette justice, qualifiée de proximité, concerne les petits trafics, les rodéos urbains, les occupations d'immeubles, les dégradations, les insultes, mais également les dépôts et décharges sauvages. À cette fin, la Cour a été autorisée à recruter 18 agents contractuels positionnés tant pour améliorer qualitativement notre travail, avec le concours notamment des délégués du procureur, que pour renforcer la chaîne pénale et réduire les délais de traitement. Le parquet général bénéficie ainsi du concours d'un juriste assistant depuis la fin de l'année. Cet emploi contractuel a vocation à faciliter la coordination des actions mises en place au sein des parquets du ressort et de veiller à l'écoute des acteurs de terrain, notamment les élus, dans le cadre de démarches plus participatives sur la thématique de la tranquillité publique. La plus grande célérité de la justice pénale, de moyenne et basse intensité, tout aussi importante que la police du quotidien, dont elle doit constituer le prolongement, est l'une des priorités de notre action. Celle-ci s'articule autour des axes importants que sont le traitement des plaintes des particuliers, la participation aux instances locales à vocation opérationnelle, l'orientation auprès des maisons de justice et du droit, la mise en place de nouveaux circuits de traitement de procédure, l'accompagnement personnalisé des victimes. Pour les victimes, en effet, la première des proximités, c'est l'accessibilité, dont la stratégie territoriale s'appuie sur le schéma départemental relevant du comité local d'aide aux victimes. Je dois enfin évoquer la justice des mineurs. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a marqué l'avènement d'une justice spécialisée pour les mineurs. L'ordonnance de 1945 mettait l'accent sur la phase antérieure à la sentence, au cours de laquelle devait être examinée la personnalité du mineur, et mise en œuvre des mesures, la plupart du temps éducatives, dans l'attente de son jugement. Le Code de la justice pénale des mineurs fait intervenir la déclaration de culpabilité plus en amont, les mesures d'investigation et éducatives étant mobilisées dans un second temps entre l'audience de culpabilité et une seconde audience sur le prononcé de la sanction. Ce qu'on appelle la césure du procès pénal devient ainsi la norme. La Cour accompagne à son niveau l'entrée en vigueur de la réforme dans le cadre de plusieurs réunions consacrées à celle-ci, notamment la conférence annuelle sur la justice des mineurs qui s'est tenue le 29 septembre et la 21e conférence régionale sur l'aménagement des peines et des alternatives à l'incarcération qui a eu lieu le 15 décembre dernier. Des comités de pilotage institués dans chaque juridiction prolongeront le travail entrepris en partenariat avec les barreaux, concernant notamment la mise en œuvre de l'article L12-4 du futur Code de la justice des mineurs qui prévoit que le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure. Aussi, les conventions sur la défense pénale des mineurs devront être par conséquent actualisées.
Les enjeux de la réforme devront par ailleurs être évoqués en état-major de sécurité, dans le cadre du Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue. Nous espérons bien sûr tous à présent, afin que cette réforme réussisse pleinement, que les services sociaux en charge des mineurs, ainsi que les pôles des mineurs au sein des juridictions, auront les moyens de mettre en œuvre ces nouvelles et importantes dispositions législatives. Il fait nul doute que la crise sanitaire que nous vivons aura des conséquences considérables, tant sur nos modes de vie, sur notre modèle économique, notre organisation sanitaire et sociale, notre rapport également à la santé dans une dimension planétaire, notre impact sur l'environnement, alors par ailleurs que d'importantes évolutions jurisprudentielles sont récemment intervenues en la matière. À une époque où les institutions doivent être préservées des tentatives de déstabilisation, la justice protégée des reproches infondés qui insidieusement fragilisent notre action, il importe que soit réaffirmée, dans ces temps de crise, notre intégrité, notre impartialité et notre indépendance qui constituent autant de fondements du pacte social sur lequel repose notre démocratie. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise donner lecture par Monsieur le directeur de greffe du décret du Président de la République nommant Monsieur Christophe Mackowiak pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Metz. Merci. Monsieur le directeur de greffe, veuillez donner lecture du décret de nomination de Monsieur le Premier Président. Par décret du Président de la République, en date du 30 novembre 2020, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, lors de sa séance du 12 novembre 2020, M. Christophe Mackowiak, président du tribunal de grande instance de Versailles, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président à la Cour d'appel de Metz. La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions et à Monsieur le directeur de greffe de la lecture du décret de nomination, invite Monsieur Christophe Mackowiak à prendre place au siège qui lui est réservé. Monsieur le Premier Président, je vous invite à rejoindre la place qui est désormais la vôtre. En mon nom et celui de l'ensemble des magistrats et des fonctionnaires de cette Cour, je vous souhaite pleine réussite et beaucoup de satisfaction dans vos nouvelles fonctions. Monsieur le préfet, monsieur le maire de Metz, monsieur le gouverneur militaire, mesdames et messieurs les personnalités civiles et militaires, votre présence marque l'attachement que vous portez à l'institution judiciaire et à la Cour d'appel. J'y suis sensible d'autant plus que la crise sanitaire et ses exigences nous ont contraints à réduire fortement le nombre d'invités, nous privant ainsi d'un moment d'échange et de découverte. Je veillerai, par tradition républicaine bien sûr, mais au-delà, en raison de mon souhait d'insérer pleinement l'institution judiciaire au sein de la Cité, à combler ce manque par des rencontres personnelles que je solliciterai auprès de vos services. Chers collègues présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Moselle, je suis sensible à votre présence et vous pourrez compter sur mon soutien pour le bon fonctionnement de vos juridictions. Mesdames, Madame et Messieurs les bâtonniers, je sais l'importance de la qualité des relations que nos professions doivent entretenir. Je veillerai à la maintenir, car c'est ensemble que nous construirons la justice de demain. Mesdames et Messieurs les représentants des autres professions juridiques ou judiciaires, de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et des forces de sécurité, nous concourons tous, parfois, voire souvent dans des conditions difficiles, au maintien de la paix publique ou à l'œuvre de justice. Nos relations à cet égard sont indispensables. J'y attache une grande importance. Monsieur Kem Robert Houdin, premier président de la Cour d'appel de Versailles, vous êtes ici quasiment chez vous
et le souvenir de votre passage en ce département résonne agréablement en ces murs. J'ai pu mesurer durant quelques années à Versailles vos hautes qualités humaines. Vous serez le premier président sous lequel j'ai eu l'honneur de servir en qualité de président. Vos conseils ont été précieux et votre présence me touche. Je vous en remercie bien chaleureusement. J'ai également une pensée émue pour les autres premiers présidents qui auront jalonné mon parcours de président. Alain Juincat, récemment disparu, Dominique Main, Daniel Tardif, Martine Comte, François Pion et Dominique Letin. Je leur dois beaucoup. Les contraintes sanitaires me privent de la présence de nombreux magistrats et fonctionnaires avec lesquels j'ai partagé ces dernières années une tranche de vie. Je ne peux tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Qu'ils sachent que je pense à eux en ce moment, et cette audience diffusée grâce à un lien Internet me permet de leur rendre hommage. Mes dernières pensées iront pour ceux qui m'est le plus intime, ma famille. Mes grands-parents d'abord, vous l'avez rappelé, qui ont rejoint la France il y a déjà un siècle pour venir travailler dans les mines de charbon du Pas-de-Calais. Le hasard aurait pu les conduire en Moselle, terre qui a accueilli également de nombreux Polonais. Mes parents ensuite, que j'ai perdus hélas il y a bien longtemps. Je crois qu'ils auraient été surpris, mais heureux de me voir ici aujourd'hui. Enfin et surtout mon épouse, qui m'a toujours accordé sa confiance et son soutien, ses parents, qui auraient aimé être présents, mes enfants et mes petits-enfants, auxquels, une fois de plus, j'impose la contrainte de l'éloignement géographique. Madame la présidente de Chambre et monsieur le secrétaire général qui est présent, je vous remercie de l'accueil chaleureux et sympathique que vous m'avez réservé. J'y ai été sensible. Je sais que la période récente a été particulièrement difficile. Je sais aussi que les magistrats et fonctionnaires de cette Cour ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour permettre le bon fonctionnement de la justice. Soyez-en tous remerciés. Monsieur le procureur général, c'est un réel plaisir de partager avec vous la lourde charge de diriger cette cour d'appel. La qualité de votre accueil, nos premiers échanges et vos propos augurent de la qualité des relations que nous allons entretenir pour le plus grand profit de la juridiction et du ressort. La diarchie, que peu nous envient, constitue une réelle force lorsqu'elle repose sur la confiance, le partage et la cohésion. Il nous appartient, malgré les spécificités de nos fonctions respectives, de créer une unité dans la direction de cette Cour. Je sais déjà que nous y parviendrons. Je ne saurais poursuivre sans rendre hommage à mon prédécesseur, Élisabeth Blanc, qui a présidé avec succès et bonheur cette belle cour d'appel durant 6 années. Je mesure quotidiennement l'ampleur de la tâche qui était la sienne et le travail de qualité qu'elle a accompli. J'ai désormais le redoutable défi de lui succéder et de poursuivre son œuvre. Je tiens enfin à remercier les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui m'ont fait l'honneur de m'accorder une nouvelle fois leur confiance. Je sais qu'elle m'oblige et je me dois d'en être digne. Ils peuvent compter sur mon engagement. L'installation d'un premier président est un moment particulier de la vie d'une cour d'appel, comme en témoigne le cérémonial qui l'accompagne. S'il peut paraître désuet à certains, il permet cependant de rappeler l'importance de la justice, première dette de la souveraineté selon Portalis. La fonction d'un chef de cour, traditionnellement primus inter pares, a progressivement évolué pour acquérir désormais une dimension principalement managériale. Si l'administration de la justice devient effectivement incontournable, il me paraît toutefois important de rappeler que celle-ci ne se conçoit qu'au service de l'activité judiciaire et du justiciable. La lourde et délicate mission de juger reste primordiale. L'acte de juger demeure et doit demeurer en toutes circonstances le cœur du métier de juge. Le premier président est donc en premier lieu un juge, nourri de culture juridique, vigilant et exigeant sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats,
et guidés par cet impératif, rendre une justice humaine et de qualité. La justice est évidemment rendue par des femmes et des hommes, pour des femmes et des hommes. C'est donc toujours en juge que je penserai. Mais le premier président est aussi un acteur de la gouvernance de la justice au niveau local. Au-delà des aspects classiques de la gestion, il doit être un facilitateur, un animateur et un initiateur. Ses missions au sein de cour d'appel seront, je n'en doute pas, exigeantes et passionnantes. Madame la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire, Madame Tessier, j'ai déjà pu mesurer l'implication et le dynamisme de vos services et de vos équipes pour le bon fonctionnement des juridictions de cette cour. Votre appui dans l'exercice des missions confiées au chef de cour sera précieux. Monsieur le directeur de greffe de la cour d'appel, Monsieur Valentin, nos premiers échanges ont permis de constater vos multiples et grandes compétences. Vous m'avez présenté les différents services du greffe et j'ai mesuré l'engagement des femmes et des hommes de cette cour. Leur mobilisation mérite d'être soulignée. Mesdames et messieurs les magistrats de la Cour, j'ai pu rencontrer nombre d'entre vous. Votre souci de rendre une justice de qualité vous honore. Mesdames, messieurs, chers collègues, il m'est difficile, à peine installé, de vous exposer mes projets et les actions concrètes que je mènerai au sein du ressort. Mon premier temps sera bien évidemment celui de la découverte et de la connaissance, notamment de ceux qui distinguent, vous l'avez rappelé, Monsieur le procureur général, la cour d'appel de Metz. Je me limiterai donc à vous faire partager deux idées forces qui guideront mon action, la confiance et l'efficacité. D'abord la confiance. En effet, même s'il est toujours désagréable de le constater, l'institution judiciaire souffre d'un déficit de confiance. Un sondage d'opinion IFOP d'octobre 2019 révélait que seuls 53% des Français déclaraient faire confiance à la justice française, la plaçant loin derrière les hôpitaux, 85%, l'armée, 83%, l'école, 77%, ou la police, 75%. Les principales critiques portent sur son fonctionnement ou son impartialité. Redonner de la crédibilité à notre institution est une priorité. Certes, nous connaissons bien certains de ces mots, et un rapport du Sénat intitulé « 5 ans pour sauver la justice » les souligne de nouveau. Mais si la satisfaction des moyens matériels et humains nécessaires à son bon fonctionnement relève de décisions et de choix politiques, elle ne suffira pas à elle seule à nous permettre de gagner la confiance de nos concitoyens. Il appartient également au personnel de justice, quelle que soit la mission qu'ils exercent, de tout mettre en œuvre pour faire évoluer positivement la justice française. Je rappelle à cet égard que la noble et passionnante mission de justice, nous ne l'exerçons pas pour nous, magistrats et fonctionnaires. Nous sommes des débiteurs. Débiteurs à l'égard de la société, bien sûr, mais débiteurs surtout à l'égard de chaque personne qui, un jour ou l'autre, pour un motif ou un autre, fréquente nos palais de justice. C'est aussi dans la singularité que se gagne la confiance. Notre dette, nous l'acquitterons d'abord par notre comportement, par le strict respect de notre déontologie, par notre éthique. Chaque fonctionnaire, chaque magistrat, à chaque instant de son activité, engage l'institution tout entière. Chacun doit en être conscient et assumer cette responsabilité. Notre comportement doit être exemplaire. Nous acquitterons ensuite notre dette par la qualité de notre travail. Le flux incessant des affaires, la masse des contentieux, la contrainte des délais ne doivent pas nous faire oublier cette exigence. La qualité est notre impérieux devoir. Nous ne nous libérerons toutefois de notre dette que par une juste ouverture vers l'extérieur, vers nos partenaires, vers les autres acteurs de la justice. Ils nous préservent de nos certitudes et nous ne pourrons que tirer profit des échanges, des expériences partagées,
des idées nouvelles, des regards croisés. Loin d'être dans une tour d'ivoire, le magistrat est dans la société. Notre ouverture d'esprit est indispensable et j'invite à méditer à cet égard cette pensée de Jacques Prévert. Il suivait son idée, c'était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. Si la confiance est indispensable pour asseoir la légitimité du juge, celle-ci ne sera toutefois réellement acquise que si nous parvenons à démontrer notre efficacité. Dans un ouvrage paru en 2015, le professeur Jacques Comaille s'interrogeait et se demandait à quoi sert le droit. Nous pouvons prolonger cette interrogation et nous poser en écho la question « À quoi sert la justice ?» Je vous rassure, je n'envisage pas d'aborder cette problématique de manière philosophique ou politique, ni de revenir sur la distinction chère à Paul Ricoeur entre la finalité courte et la finalité longue de l'acte de juger. Si je suis, heureusement, personnellement convaincu de l'utilité de la justice, je n'ai toutefois pas la prétention de considérer qu'elle pourra résoudre tous les maux de la société. Chacun son rôle et chacun sa place. Dans notre domaine d'intervention, je sais que nombreux sont ceux qui s'irritent notamment de nos délais de jugement, même si parfois ils sont nécessaires ou insurmontables. Je veux simplement, dans le cadre des missions qui sont confiées à la justice, parfois complexes, avec quelques injonctions paradoxales, interroger de manière pragmatique son fonctionnement, et notamment le process qui conduit à l'élaboration de la décision de justice, le contrôle qualité qui est mis en œuvre et le produit fini, l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt. Nos décisions n'ont d'intérêt que si elles sont rendues dans des délais pertinents et si elles répondent, par l'application de la règle de droit adéquate, à une problématique concrète qu'elles doivent résoudre. Elles n'ont de sens que si elles contribuent à la paix sociale. Pour gagner en efficacité, il nous faudra évidemment poursuivre réellement la modernisation de la justice. Celle-ci concerne bien sûr la dématérialisation des procédures, des expertises et des échanges. Mais cette dématérialisation n'est pas un but en soi. Elle est un moyen qui doit nous permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir le cœur de notre mission, mission dont j'ai rappelé tout à l'heure la dimension humaine indépassable. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé récemment. Elle porte également sur le développement de la médiation et de la procédure participative. D'autres voies que le recours aux juges sont possibles. Il faut veiller à les développer sans toutefois écarter le nécessaire recours aux juges pour régler l'inconciliable. Pour moderniser, il ne faut pas craindre ensuite une réflexion sur nos organisations, parfois trop cloisonnées ou trop figées, et nos méthodes de travail. Faire fonctionner l'équipe autour du juge est un véritable défi. Réfléchir également sur la motivation et la compréhension de nos décisions est une nécessité. Pour réussir cette modernisation, il m'apparaît ainsi indispensable dans nos fonctionnements, dans nos relations internes ou externes, et de manière générale, de traquer l'incohérence, la complexité, d'innover et de trouver des principes simplificateurs qui nous permettront de faciliter le vivre ensemble et d'améliorer notre efficacité. La plus funeste des innovations serait de ne pas innover, disait Portalis. Mais on ne peut innover seul. Vous l'aurez compris, je crois profondément aux valeurs collectives, aux vertus du dialogue, de l'écoute, de la concertation, de l'ouverture et à la force de l'engagement. Chers collègues, fonctionnaires et magistrats, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis qui nous attendent. Je sais pouvoir compter sur votre volonté et vos compétences. Je conclurai en rappelant les propos de Michel de Montaigne. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où se rendre. Notre horizon commun doit être celui de la confiance et de l'efficacité. Gardons ce cap et les vents nous seront favorables. Monsieur le procureur général, avez-vous d'autres réquisitions? Monsieur le Premier Président, j'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise déclarer close l'année 2020
déclarer ouverte l'année judiciaire 2021, me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout il sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes de la Cour. La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R111-2 du Code de l'organisation judiciaire, déclare enfin close l'année judiciaire 2020 et ouverte l'année judiciaire 2021 et dit que du tout il sera dressé procès-verbal, lequel sera classé au rang des minutes de la juridiction.